va bien se passer. De retour sur le plateau du Salon du CIAL. Alors, on pose des sujets graves et intéressants aussi ici au CIAL, que, par exemple, comment nourrir la planète. En 2050, nous serons plus de 9 milliards d'habitants sur Terre. Comment allons-nous nous alimenter alors que 805 millions de personnes ne mangent déjà pas à leur faim aujourd'hui? Comment les choses vont-elles évoluer? Quels sont les dangers aujourd'hui à éviter pour mieux se nourrir demain? Quels sont les enjeux pour l'agroalimentaire? Comment changer les habitudes alimentaires des pays riches? Voilà toutes ces questions auxquelles on va essayer de répondre. Alors pour en parler autour de cette table, de véritables engagés, passionnés de l'agroalimentaire. Alors on a une invitée qui devrait venir nous rejoindre, c'est Elisabeth Laville. Mais il y a un tel succès sur le CIAL qu'elle est prise dans les embouteillages qui sont vraiment aux alentours du salon. Mais elle va arriver, en tout cas on l'espère. Sinon je vous présente Norine Lanigan. Bonjour Norine. Alors vous avez un micro qui est juste là. Excusez-moi. Bonjour. Voilà, bonjour. Alors vous représentez Borbia, c'est la Irish Food. Exact, donc c'est un organisme qui dépend du ministère de l'Agriculture irlandais. On est en fait cette année nos 20 ans au CIAL, enfin c'est la 20e édition, donc on a plusieurs exposants sur le salon et on est très engagé sur le développement durable, donc du coup oui, on est ici aujourd'hui. On va en parler d'ailleurs de cette charte intitulée Origin Green, dont le slogan est « Travailler avec la nature ». Exact. Alors pour vous présenter brièvement, dites-nous, parce que c'est pas un hasard si vous êtes un peu dans l'agroalimentaire. Enfin, moi personnellement, je suis née un peu dans l'agroalimentaire. Je viens d'une région agricole en Irlande. Mon père était patron d'une laiterie, donc voilà, je suis... Oui, c'est un monde que vous connaissez bien. Voilà, et mes ancêtres, enfin mes grands-parents étaient éleveurs laitiers, donc voilà, j'ai toujours vécu là-dedans et après... Ça fait bientôt 15 ans que je travaille chez Borbia dans différents pays, donc voilà. Donc vous connaissez bien ce milieu. Oui. Alors vient de nous rejoindre tout de suite Elisabeth Laville. Alors on va vous laisser vous installer tranquillement. En attendant, je vais présenter Bruno Parmentier. Alors est-ce qu'on a besoin de vous présenter Bruno Parmentier? Parce que vraiment vous êtes très connu dans le milieu agroalimentaire. Vous êtes un conférencier, consultant, auteur. D'ailleurs auteur, on en parlera parce que là j'ai 3 de vos ouvrages. 3 seulement, parce qu'il y en a eu d'autres. Vous avez fait plein de choses dans votre vie, mais notamment directeur de l'École supérieure d'agriculture d'Angers. C'est tout ça, j'ai tout bon pour l'instant. Oui, oui. Oui, parce que je sais que vous êtes très pointu sur les chiffres et tout ça. Par exemple, quand j'ai parlé de 805 millions de personnes qui ne mangent pas aujourd'hui à leur faim, il y a 2 ans, c'était 870 millions, mais vous m'avez reprise quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit non, c'est plus 870 millions, c'est 805. Oui, et 800 millions, c'est autant qu'en l'an 2000 et autant qu'en l'an 1900. Il y a une espèce de loi suivant laquelle, même si la population ne cesse d'augmenter, il y a toujours 800 millions de gens qui ont faim. Et la FAO, les Nations Unies, se sont réjouis que récemment... La FAO, c'est quoi exactement? Food and Agricultural Organization, c'est les Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Donc c'est eux qui comptent les gens qui sont faim. C'est un métier comme un autre. Eux, ils comptent, entre autres, les gens qui ont faim. Mais en l'an 2000, il y a eu les objectifs du millénaire. On a dit ça fait quand même tâche d'avoir eu 800 millions de gens pendant tout le siècle. On va diviser par 2. On s'engage à qu'il n'y ait plus que 400 millions de gens qui ont faim en 2015. Et bien, dans 2 mois, on y est. C'est totalement raté. Oui, on n'a pas réussi à diminuer le nombre de gens qui ont faim. Alors, d'un autre côté, on a nourri 5 milliards de gens de plus en assiette sur les mêmes champs. Donc on a déjà réussi ça. Ça s'est quand même beaucoup amélioré, mais c'est très agaçant de se dire pourquoi on ne termine pas le job. Oui, quand même. Voilà. Et pourquoi on passe pas à la moitié. On peut lutter contre la faim si on veut, mais visiblement on ne veut pas. C'est compliqué. Voilà. Alors, donc à côté de vous, merci d'être arrivé. Ça a été compliqué d'arriver jusque-là. Donc c'est Elisabeth Laville. Vous êtes une véritable passionnée de l'éducation pour l'alimentation durable. Vous êtes la fondatrice d'Utopies. En quelques mots, Utopies, c'est quoi? Utopies, c'est un cabinet de conseil spécialisé sur l'accompagnement des stratégies de développement durable, créé il y a 20 ans à Paris et qui compte depuis plusieurs années, 4 ans maintenant, un département qui est spécialisé sur effectivement les questions d'alimentation et de restauration durable.
Et quels sont vos clients, si on peut les appeler comme ça? Ah bah oui, on peut les appeler tout à fait comme ça. Ça va dans l'agroalimentaire. Alors il y a plein de clients, mais si on reste sur l'agroalimentaire, ça va de petites enseignes de restauration comme Cogent à Paris, à des très très gros comme le groupe Sodexo. Ça va de petits fabricants des PME françaises comme Saint-Michel à des très gros comme le groupe Danone, etc. Donc on va poser une première question, alors j'allais dire un peu grave. Que s'est-il passé pour qu'aujourd'hui, on tire la sonnette d'alarme sur les problèmes des ressources alimentaires? Alors, je crois que la prise de conscience est quand même un peu plus forte. Parce qu'il faut se rendre compte que malgré ce dont on a l'impression en Europe, il n'y a jamais eu aussi peu de guerres sur Terre. Oui. Il n'y a plus de guerre en Asie, il n'y a plus de guerre en Amérique latine, il n'y en a presque plus en Europe. Bon, ça, c'est les Et donc, médias on meurt de moins en nous moins font de croire guerres, ça. mais on meurt toujours de faim. Donc, proportionnellement, la faim est une catastrophe de plus en plus importante. Et puis, il y a cet échec que tous les pays du monde s'étaient engagés à diviser par 2 le nombre de gens qui ont faim. Ils n'y sont pas réussis. Et pendant qu'on se parle, il y a un enfant qui meurt de faim toutes les 10 secondes. Et ça, quand même, c'est pas possible. Donc, moi, je trouve ça très bien qu'on finisse par se dire, allez, il va falloir qu'on s'y mette. Parce que la faim, c'est d'abord politique. Bien sûr. La faim, c'est pas du tout l'ignorance, etc. On sait, quand on se balade dans les allées du Cial, on voit bien qu'on sait produire à manger. Le problème, c'est, est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on veut produire un peu partout? Est-ce qu'on veut que le commerce international permette à chacun de manger? Et est-ce qu'on veut qu'il y ait des revenus aux mères de famille pauvres pour qu'elles puissent donner à manger à leurs enfants? Donc aujourd'hui, c'est ça, compliqué. visiblement, on ne veut pas. Mais est-ce qu'on veut pas ou est-ce qu'on peut pas? Est-ce qu'on y arrive vraiment? Elisabeth, écoutez, est-ce qu'on y arrive? Je pense que ce qui est nouveau, c'est qu'on voit et on a maintenant les outils pour mesurer les aberrations du système et que du coup, on ne peut plus faire comme si on ne les voyait pas. Donc vous avez en gros la même proportion de gens dans l'humanité qui sont en surconsommation, en surpoids, qui souffrent d'obésité avec des graves conséquences sur la santé. Donc les pays et à du peu près Nord, la même c'est ça? proportion, y compris maintenant dans les pays du Sud. Non, l'obésité, elle n'est pas qu'une maladie des pays du Nord et au contraire, elle se répand dans les pays du Sud. Et la même proportion de gens qui sont en sous-nutrition. Donc ça, c'est une première aberration du système. On est par ailleurs dans une espèce d'utilisation des ressources qui est quand même très singulière, puisque on reparlera peut-être du gaspillage alimentaire, mais on sait que pour des raisons différentes dans les pays du Nord et les pays du Sud, mais en gros, il y a 30 à 40% de ce qu'on produit qui est jeté sans être consommé. Donc, il ne suffirait pas de plus le jeter pour résoudre le problème de la faim, ce n'est pas aussi mathématique, mais néanmoins, ça pose quand même un énorme problème. Et des questions sur la façon dont on alloue les ressources, tout ça dans un contexte où on dépense de moins en moins pour notre alimentation. Il faut garder la part de l'alimentation dans le budget des ménages à diminuer au profit de la téléphonie, des écrans plats, etc. Ouais, on a d'autres besoins. Mais en même temps, le budget santé, lui, par contre, augmente. Donc on se dit, est-ce qu'il n'y a pas un lien quand même entre ces évolutions? Un véritable équilibre à Et puis en refaire. plus, vous avez des agriculteurs qui, dans les pays du Sud, pour des raisons différentes des pays du Nord, mais ça se trouve dans les pays du Sud et les pays du Nord, en gros, se plaignent, et à juste titre souvent, de ne pas gagner assez. Donc Donc, du aujourd'hui, coup, le système ne fonctionne pas, il est clairement optimisable, et c'est ça l'enjeu de ce dont on parle aujourd'hui. oui, et donc le fait d'avoir tiré la sonnette d'alarme, ça date pas finalement d'aujourd'hui, mais on en prend un peu plus conscience. Les consommateurs en prennent de plus en plus conscience. Les consommateurs en prennent conscience, et surtout les acteurs commencent à prendre conscience du fait qu'on ne va pas pouvoir résoudre les différents problèmes que je viens d'évoquer en silo. C'est-à-dire si vous vous occupez que du revenu des agriculteurs, sans vous occuper des problèmes de surproduction, de surconsommation, etc., si vous ne vous occupez pas du fait que dans les pays du Sud, on a amené des générations entières d'agriculteurs à faire que des cultures d'exportation sur des marchés mondiaux où les cours s'effondrent alors qu'ils doivent importer de la nourriture pour se nourrir et nourrir leur famille, on a vraiment des enjeux de système en fait, à traiter. D'accord, et alors vous, Norine Lanigan, du point de vue de l'Irlande, parce que bon, on a peut-être des choses à apprendre de l'Irlande. Déjà, je viens d'un pays qui a connu la famine il y a finalement pas très longtemps, il y a environ 1848, c'est ça? Voilà, donc l'Irlande, c'est ce que c'est de mourir de faim et donc du coup quelque part on se dit plus jamais ça. Après nous, pourquoi maintenant Board BR regarde le développement durable plus récemment, c'est plus parce que d'un point de vue professionnel, donc soit les acheteurs des grandes enseignes, soit les industriels qui sont les clients des producteurs irlandais commencent de plus en plus de parler de sourcing durable, comment garantir à l'avenir que ce qu'ils achètent vienne d'une source durable. Donc du coup,
quelque part, nous, on s'est dit qu'on avait une image verte et que du coup, peut-être c'était déjà gagné. Les gens associaient le développement durable avec l'Irlande instinctivement. Oui, parce que vous avez des espaces quand même encore très libres que vous pouvez voilà, c'est un pays qui reste très agricole et avec une production très extensive. Mais on s'est dit que, voilà, à l'avenir, on ne peut pas se baser sur uniquement une image plutôt émotionnelle, qu'il fallait travailler sur les preuves, mesurer les choses, etc. Parce que voilà, pour nous, tout l'enjeu du développement durable est là-dedans. Mesurer ce qu'on fait, l'impact, et essayer d'améliorer cet impact, ou enfin le réduire, tout en essayant de produire plus. Parce que l'Irlande, par exemple, a clairement annoncé certaines ambitions sur les produits laitiers, par exemple, d'augmenter la production de 50% d'ici le 2020, d'augmenter également la production bovine de 20%, etc. Mais toujours avec notre système de production plutôt extensif, avec des petits cheptels, etc. Donc on va faire changer notre ADN, mais on souhaite de plus en plus protéger notre environnement qui est déjà très cher à nous. Donc, oui, donc voilà. De toute façon, c'est là le déséquilibre alimentaire, hein. C'est que les ressources ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre, et notamment sur la consommation. Quand on voit qu'aux États-Unis, 120 kilos de viande sont consommés par les Américains, 83 kilos par personne et par an en Europe, 12 kilos en Afrique. Est-ce que finalement, ce déséquilibre est à l'origine des consommations de cette injustice alimentaire? Alors, oui, clairement. Il faut se rendre compte que qu'est-ce que mangent les animaux? Ils mangent des végétaux. Oui. Mais le taux de transformation de végétaux en animal est très mauvais, parce que notamment, pour l'essentiel, on mange des animaux à champ chaud. Alors, une partie de ce qu'ils mangent, ça sert à chauffer, ça ne sert pas à faire de la viande, du lait ou des œufs. Donc, chaque fois que des gens passent de végétariens à carnivores, et ça se passe dès qu'on commence à s'enrichir. Quand on a eu faim pendant des siècles, dès qu'on a un peu d'argent, on passe au lait, aux œufs et à la viande. On multiplie par 4 à peu près sa ponction sur la planète. Alors, nous, on en mange beaucoup trop maintenant de viande. On mange 2 fois plus de viande que nos grands-parents dans les années 50, 3 fois plus que nos arrière-grands-parents dans les années 30. Alors, il y a pire, les États-Unis. Et puis, il y a à peu près 3 milliards de gens qui n'en mangent jamais, mais qui ont bien le droit de faire la poule au pot le dimanche, comme Henri IV nous le préconisait dans le temps. Et donc, il y a un énorme problème d'équilibre mondial qui fait qu'il faudrait que les gens qui mangent trop de viande, et ça devient mauvais pour leur santé, et trop de lait, comme nous, diminuent, à la fois pour s'occuper de leur santé, pour s'occuper de la planète, et puis laisser les Africains, par exemple, manger de temps en temps du poulet. Mais par exemple, un chiffre, il y a 30 ans, en Chine, c'est pareil, on ne mangeait pas de viande, c'était 14 kilos par personne. En 30 ans, la population de la Chine a doublé, elle est passée de 700 millions à 1,3 milliard, et la consommation a multiplié par 4, ils sont passés de 14 kilos à 60. Autrement dit, la Chine mange 8 fois plus de viande en tant que pays que... Voilà. Heureusement, eux, ils ne boivent pas de lait. Et puis l'Inde, c'est le lait, et heureusement, ils ne mangent pas de viande pour des problèmes religieux. Mais, vous savez, si les Chinois se mettent à manger du fromage, et si les Indiens arrêtent de croire à la réincarnation, se mettent à manger de la viande, mais la planète n'arrivera pas à se nourrir. C'est aussi culturel, c'est ça, hein, c'est culturel. Le problème, c'est que nos habitudes de société occidentale sont en train de s'exporter, aussi véhiculées par nos sociétés, notre culture, etc. Dans les pays du Sud. C'est-à-dire qu'en Chine, par exemple, la consommation de viande devient un signe extérieur de richesse. Oui. Donc là, on a une consommation de viande, de poulet, etc. et de porc qui double tous les 10 ans en Chine. Donc beaucoup plus rapidement que chez nous, où ça a en gros doublé en 50 ans à peu près. Mais en même temps, ils s'enrichissent tout aussi rapidement. Et le problème, c'est qu'on sait très bien que, enfin, les deux leviers en gros sur lesquels on va pouvoir jouer pour nourrir tout le monde, c'est la consommation de viande dans les pays qui en consomment beaucoup, donc clairement nous, avec les éléments qui étaient cités tout à l'heure. En gros, un bœuf nourrit 12 fois moins de personnes que ce qu'on pourrait faire si les personnes mangeaient les céréales qui ont nourri le bœuf. Donc là, ça ferait partie d'une solution à creuser. C'est une solution, et comme disait monsieur, par chance, parce que franchement, je ne pense pas qu'on le fasse par altruisme, malheureusement. Donc je pense que par chance, c'est aussi très mauvais pour notre santé. Donc on va en consommer moins, mais mieux. Mais on va en consommer moins parce qu'on nous le dit, et pas parce que c'est naturel.
C'est clair que pour l'instant, alors la crise fait un peu son effet, c'est-à-dire que la consommation de viande chute un peu dans nos pays depuis quelques années, mais franchement, parce qu'elle est plus chère, et donc du coup on en achète moins. Mais si on en achète moins et mieux, c'est pas très grave. Accessoirement, c'est meilleur pour la santé d'en manger moins et mieux. C'est aussi meilleur pour la planète, puisque vous savez qu'aujourd'hui, on a entre 20 et 25% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde qui sont liées à l'élevage, notamment à l'élevage bovin, du fait des émissions de méthane. Donc, en plus de cet aspect de nourrir la planète, il y a vraiment plein d'autres raisons de s'y mettre. Mais c'est compliqué parce que ça suppose aussi... La France est un pays où il y a très très peu de végétariens, par exemple. On est entre 2 et 3% contre couramment 9 à 10% dans des pays comme l'Angleterre, l'Irlande, la Hollande, etc. En Irlande, c'est combien en Irlande? J'ai pas le pourcentage en tête, mais c'est moins important qu'au Royaume-Uni. Donc on est plus carnivore. En Angleterre, on est à 9-10. En Allemagne, on est à 8. Donc en gros, nous, on est vraiment en deçà. Et il faut probablement qu'on réapprenne. Ça ne veut pas dire qu'on n'en mange plus, ça veut dire qu'on la mange différemment. Si vous regardez les plats traditionnels de différentes cultures, la viande n'est pas le centre du plat. C'est un des éléments. Vous prenez le chili con carne, il y a du riz, des haricots rouges et de la viande. La viande n'est pas au centre du plat. Et nous, on a une culture où on a mis la viande au centre du plat, ce qui fait que être végétarien pour une partie des gens, c'est impossible. Donc du coup, consommer des protéines, mais d'une autre manière. Exactement, c'est ce que les anglo-saxons appellent les flexitariens. Manger juste moins de viande et probablement mieux du coup de la viande. Et puis aussi travailler sur la viande pour qu'on essaie de réduire cet impact. Enfin, d'accord. Pour vous, ça se passe comme ça? C'est là-dessus que nous, on se concentre parce que l'Irlande, comme je vous disais tout à l'heure, reste très agricole. Donc on reconnaît, on part du constat que les gaz à effet de serre viennent surtout de notre production, ou en bonne partie de notre production agricole. Mais il y a des moyens de le mesurer et de travailler avec les éleveurs pour essayer de le réduire. On ne va pas l'effacer, mais nous, on travaille sur un processus d'amélioration pour réduire cet impact. Bon, ça reste cohérent finalement avec ce que vous dites ici sur les mesures à prendre pour qu'en 2050, toute la planète se nourrisse de manière égale et cohérente. Mais peut-être un autre chiffre, une autre série de chiffres pour que les gens comprennent. J'aime bien, vous êtes très spécialisé là-dedans, donc je vous fais confiance. Un Français, dans sa vie, il mange 7 bœufs, plus 33 cochons, ça fait beaucoup, plus 1300 poulets, 20 000 œufs, 32 000 litres de lait. C'est ça la gastronomie française. Et les agneaux? Alors, quand on regarde, à peu près 9 agneaux. Voilà. Alors, quand on regarde tous ces animaux, on se dit... J'ai du mal à m'imaginer manger ça dans toute ma vie. C'est quand même énorme. Oui, énorme. Or, on va dire de façon caricaturale que nos grands-parents ne mangeaient que 4 bœufs, donc le 5e bœuf, c'est pas mal. On vit quand même 15 ans de plus que grand-père. Mais tout le monde sait intuitivement qu'au 6e bœuf, les artères commencent à s'encrasser, et au 7e bœuf, ça y est. Donc, 5 bœufs, 25 cochons, 800 poulets, et puis toujours une dizaine d'agneaux, c'est pas mal. Et il faut se rendre compte que dans le même temps où en France, on a doublé la consommation de viande en 40 ans, on a divisé par 3 notre consommation de vin. Parce que nos grands-parents, ça y allait, c'était 140 litres de vin par personne. Oui, maintenant c'est 40. C'est rentré dans les mœurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour les viticulteurs? Ils ont dit, t'en veux moins? Eh bien, ce sera que du bon, que du cher. Donc, il va se passer la même chose pour les éleveurs en Europe. Et il faut avoir le courage de dire une chose très simple, mais très compliquée. À terme, on élèvera en Europe que les animaux qu'on peut élever avec les végétaux européens. Alors, pour vous, qui les élevez à la bonne herbe, ça ira. Mais vous savez, en France, c'est une révolution totale. Je veux dire, il ne faut pas imaginer que le soja d'Amérique du Sud, qui nourrit nos animaux européens, il couvre à peu près l'équivalent de la superficie agricole de la France. Il ne faut pas croire que cette colonie qu'on a laissée en Amérique du Sud, ça va continuer. Un jour ou l'autre, il faudra qu'on devienne autosuffisant en protéines végétales aussi en France. Et du coup, et en Europe, on mangera moins de viande et moins de lait, mais que du bon, avec beaucoup de plaisir, comme le vin. D'accord. Alors, voilà, c'est un sujet qui est très passionnant. On a très peu de temps pour en parler. Je vous en prie, Elisabeth. Non, mais c'est un point évident. On a 90% du soja cultivé dans le monde aujourd'hui, qui est cultivé pour nourrir des animaux. Et on voit bien que la plupart du temps, d'ailleurs, ce soja est cultivé dans des pays qui ne profitent même pas de cet accès à la viande. Donc il y a eu une étude en 2006 qui disait que si les pays occidentaux réduisaient de moitié leur consommation de viande, on pouvait nourrir, au moins sauver 3,6 millions d'enfants de la malnutrition. Le lien, il n'est jamais aussi évident, mais il faut quand même avoir une idée des masses, parce que c'est ça dont cette transition dans les comportements
dont il est question quand même. Oui, c'est vrai que ce sont des chiffres qui font un peu peur. Alors, on va parler un petit peu de cette charte Origin Green que BioBia a mis en place. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Je pense qu'on va voir à l'écran tout à l'heure aussi. Oui. Mais Origin Green, c'est une charte nationale sur le développement durable. Donc, parce que pour vous expliquer aussi, BioBia regroupe toute la filière agricole et agroalimentaire en Irlande. Donc, c'est pas uniquement la partie viande. C'est la seule charte au monde qui existe pour une filière et pour un pays comme l'Irlande. Et en fait, cette charte est volontaire. C'était lancé en juin 2012 et déjà, ça couvre 85% de nos exports. Donc, on a environ 350 sociétés, donc transformateurs de produits agroalimentaires en Irlande qui ont adhéré à la charte. On a 60 000 éleveurs aussi qui font partie de cette charte. Donc, c'est un pacte avec la nature. Oui, voilà. Et enfin, on n'est qu'au début du voyage, on dit en anglais, mais déjà on mesure l'empreinte carbone, par exemple, sur plus de 60 000 fermes en Irlande. On n'a pas encore, on va dire, la solution pour le réduire ou l'effacer à terme, mais déjà il faut mesurer pour savoir comment le réduire et partager ces informations avec les gens qui travaillent sur le sujet, donc les éleveurs. Vous nous avez amené de toute façon un petit clip avec de très belles images sur l'Irlande. Oui. Je vous propose de regarder ces images tout de suite. D'accord. Ireland is an ancient and unspoilt land. There are few places to which nature has been so kind. For generations, we have intuitively understood what people everywhere are now articulating. That how we treat our environment deeply influences how it treats us. That the legacy we leave lives long into the future. Now, from this deep-rooted commitment to sustainability, something extraordinary is springing into life. Our farmers and our fishermen, our food and our drink producers are mobilising together to transform the way we create food. 3 years ago, we introduced Origin Green, a bold promise to the world that Ireland would be a leading source of sustainably produced food and drink, independently verified at every link in the supply chain. And every day since, we are making good on that promise. On our farms and in our businesses, we are measuring, learning and improving. Then measuring again. This is a giant leap, made up of tens of thousands of tangible steps. It is a movement eagerly embraced throughout our community because its principles are in our nature. Three of every 4 food and drink producers have already joined us. By 2016, all will be on the journey. So, if like us, you favour walking lightly over the land, taking steps to protect the world's scarce resources, come with us. Together, we can form a new contract with nature and unlock the natural capital of this precious land for generations to come. Origin Green. Alors, Bruno Parmentier trépignait d'impatience de réagir par rapport à cette... Oui. Alors, je vous le dis, il n'a plus que 4 minutes Oui, maintenant, donc alors, il va falloir être court. Bon, je veux dire, ce qu'elle fait, c'est pas juste pour faire plaisir aux écolos bio.
fait, c'est un défi mondial. Oui. On a réussi à tripler à peu près la production agricole au cours du XXe siècle. Il faut encore augmenter de 70%. Alors, pas tellement en Europe. En Europe, on mange assez, et plutôt trop, et on fait plus d'enfants. Mais il faut tripler en Afrique, il faut doubler en Asie. Et ce qu'on sait faire en matière d'agriculture, ce qu'on sait bien faire, c'est prendre énormément de ressources non renouvelables, beaucoup d'énergie, beaucoup de chimie, beaucoup d'eau, etc., beaucoup de terre, pour faire beaucoup à manger. Et maintenant, la planète se venge, elle se réchauffe, et on arrive vraiment à la fin des ressources. Donc il va falloir une nouvelle révolution agricole qui permet de produire plus et mieux avec moins, au lieu de plus et moins bien avec plus. Oui, c'est un gigantesque défi. Et ça, au lieu que ce soit à coup de pétrole et de chimie, ça va être à coup d'agroécologie, de quand même faire produire la nature du mieux qu'elle peut plutôt que de la violer. Et donc, c'est complètement au cœur de ces enjeux. Et nous, c'est une démarche pas du tout, on va dire, concurrentielle. Donc, on souhaite partager ce qu'on a fait avec... C'est ça qui est intéressant, je pense, c'est l'engagement. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des engagements politiques, pour être très clair. Au-delà de l'engagement de certaines entreprises, certains agriculteurs, il y en a des consommateurs, évidemment. On a besoin de pays qui s'engagent dans des stratégies d'alimentation durable. Il y a assez peu de pays, en fait, qui ont des stratégies alimentaires. Et donc, connecter ce qu'on fait en amont au niveau de l'agriculture, des politiques agricoles, à une stratégie alimentaire idéalement très compatible avec la santé, les enjeux climatiques et le développement durable, et clairement le fait de pouvoir nourrir tout le monde. Oui. On a besoin de territoires, je dis des territoires, ça peut être des pays, des villes, des régions, qui s'engagent dans le sens de ce qui est fait par l'Irlande. Bon, on arrive quand même petit à petit à faire évoluer les choses. Je vois par exemple, il y a 2 ans sur le Salon du Ciel, vous étiez invité pour parler du gaspillage alimentaire. Et il y a seulement l'année dernière, c'était la première édition d'une journée de lutte contre le gaspillage. Cette année, il y a quelques jours, c'était le 16 octobre dernier, cette même journée. Donc ça veut dire quand même que les choses évoluent petit à petit. Oui, enfin, ça évolue pour l'instant du côté de la sensibilisation. Je ne veux pas minimiser ce qui a été fait depuis 2 ans, parce que déjà, quand on parle d'un sujet, il existe, alors qu'avant, il n'existait pas. Oui, c'est ça. Mais il faut quand même avoir en tête cette journée-là que ce qui est jeté, si vous prenez l'Angleterre, ce qui est jeté chaque année, c'est plus que le montant de l'aide alimentaire donné par le pays. D'accord ? Et c'est à peu près 70% de ce dont la FAO estime qui serait nécessaire pour résoudre le problème de la faim dans le monde. Donc on est quand même, au niveau de la sensibilisation, ça a commencé à prendre, puisque c'est quand même 30 à 40% de ce qui est produit, c'est juste monstrueux. Oui. Ça représente en plus des émissions de gaz à effet de serre en amont, c'est absolument colossal, qui place le gaspillage alimentaire, je crois, au 3e rang des pays pour les émissions de CO2, si c'était un pays, quand on lui attribue des émissions de CO2. Donc c'est colossal. Et la sensibilisation est en marche, mais ce qu'il faut mettre en marche plus rapidement encore, et là encore l'engagement des pays, des territoires et des entreprises, des acteurs est important, c'est la réduction dans les chiffres. Parce que juste maintenant qu'on est sensibilisé, on mesure, mais du coup, si ce qu'on mesure ne bouge pas, ou à la marge, ça ne va pas suffire. Et il faut harmoniser les mesures aussi, parce que si chacun mesure de son côté, c'est aussi compliqué. Alors Elisabeth, vous nous avez amené votre dernier petit bébé qui est né il y a quelques jours. Alors montrez-nous ce beau bébé. Non, mais ça porte justement sur les questions de surconsommation, l'espèce d'addiction. Il y a un focus d'ailleurs dans le livre sur la consommation de viande, et il y a un focus sur le gaspillage alimentaire, parce que c'est vraiment sur l'alimentation les 2 sujets sur lesquels on a clairement dans nos sociétés occidentales une espèce d'addiction à la surconsommation. Bien sûr, oui. Et dont on sait qu'il faut la résoudre pour plein de raisons peuvent être très égoïstes, genre la santé, le budget, etc., en temps de crise, mais aussi pour des raisons planétaires. Donc vers une consommation heureuse d'Elisabeth Laville aux éditions... Alors attendez, pardon ? Alary, aux éditions Alary. Donc c'est sorti il y a quelques jours. Jeudi dernier, le jour de la Journée mondiale de l'alimentation. Bon, parfait. Et alors Bruno Parmentier, vous, plein de choses aussi. Alors Nourrir l'humanité, ça a été édité en 2007. Néanmoins, vous avez reçu un prix sur ce livre qui a été plein de fois réédité, en 2009, en 2010, etc. On a mangé tous et bien, qui est un autre ouvrage aussi. Voilà, que vous sur l'alimentation. C'est le premier sur l'agriculture et l'autre sur l'alimentation. Sur l'alimentation, et un dernier, alors celui-là aussi, voilà, c'est le dernier bébé. Tout neuf. Dernier bébé tout neuf, voilà. Faim zéro, en finir avec la faim dans le monde. Voilà, ça c'est votre dernier. Donc plein de belles choses en perspective. Quand on lit ce livre, c'est quoi le message ?
Eh bien, écoutez, ce qu'on n'a pas réussi à faire depuis des millénaires, on peut peut-être le faire dans les 50 ans qui viennent si on veut. On peut lutter contre la faim si on veut. Le problème, c'est est-ce qu'on veut? On le souhaite parce que, sincèrement, entendre dire qu'un enfant meurt toutes les 10 secondes de faim, ça fait mal quand même. Ouais, non, ça fait mal. Norine Lanigan, vous exposez au CIAL? Oui, en fait, il y a une vingtaine de sociétés irlandaises sur le CIAL, sur plusieurs halls. Demain, le ministre de l'Agriculture irlandais sera sur le salon aussi. Donc voilà, c'est un rendez-vous très important pour nous et l'opportunité de parler un peu de ce qu'on fait sur le développement durable. Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être venu de votre Irlande natale, d'être venu jusqu'ici nous voir sur ce plateau télé du CIAL. Merci à vous également. Merci. Donc, bon salon à vous. Et bon appétit quand même. Oui, quand même. Oui, il ne faut pas oublier que. Mais mangez bien sans gâcher. Voilà. Et responsable. Dans un instant, c'est Marc-Antoine Damido qui vous présente un autre sujet.